Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Picon, le président de l'UDP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama, président de l'Union des entreprises de proximité. Vous représentez les artisans, les commerçants en France. Les professions libérales. Voilà, ça fait du monde quand même. C'est 3 500 000 entreprises qu'on appelle des TPE pour la plupart, des moins de 10 salariés. Exactement. Et c'est 85% du tissu économique du pays. Voilà. Vous savez, c'est les entreprises de moins de 10 salariés, on les voit partout, dans tous les commerces, c'est la vie, c'est la relation. C'est 5 millions de Français qui visitent aujourd'hui nos commerces, qui font appel à nos professionnels ou plombiers de l'artisanat. Ça emploie combien de personnes ? 6 millions de personnes. Voilà. 6 millions de personnes qui, et puis bon, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Enfin, vous savez, nous, le chantage, on s'en va. Nous, on ne s'en va pas. Ou alors on s'en va dans la rue d'en face. Quoi qu'il arrive, le boulanger fera son pain, l'infirmière se lèvera demain matin pour aller soigner ses patients, les médecins pareil. Et donc ça donne tout de même un tissu économique dont il faut prendre soin. Michel Picon, un pays de contrôleurs et d'inspecteurs où rien ne fonctionne, ce pays est mort en parlant de la France, diagnostic sans appel de Jean-Louis Borloo. C'est excessif, vous partagez ces propos ? Bah oui, je les partage, même si c'est excessif, mais il faut que ça le soit pour que chacun prenne conscience que derrière, chaque fois qu'il y a une personne qui travaille, il y a derrière tout un arsenal de dispositions, de contraintes d'ailleurs, qui sont mises en place. On appelle ça des normes. Alors les normes, c'est fait pour protéger ou pour emmerder, je sais pas. Le point de départ d'une norme, c'est censé quand même, oui, c'est censé protéger. C'est un bon sentiment, c'est dit de protéger, c'est de... Oui, mais lorsque la norme n'a pour seul but de pister, de chasser la faute dans l'entreprise, chez celui qui prend des risques. On dévoie un peu le point de départ. On dévoie le point de départ du principe d'une norme qui est là pour faire respecter un peu d'équité entre les acteurs. Donc oui, moi je partage ça. Il y a beaucoup trop de contrôle et pas assez de confiance a priori. C'est ce qu'on demande, de la confiance a priori. Les chefs d'entreprise, c'est pas tous des délinquants. Parfois, ils peuvent se mettre en faute. Parce que c'est compliqué, parce que, surtout quand on est une petite entreprise, qu'on n'a pas de DRH, de DAF, etc., on peut se mettre en faute sans le vouloir. Et ça mérite tout de même le fait d'entreprendre le respect de l'administration, qu'on n'a pas toujours. Bien sûr. Quel est le moral des troupes, Michel Picon là ? Pas terrible. Alors qu'on est à un mois de savoir si on va avoir un budget ou pas. Il part au Sénat, donc voilà, après avoir été rejeté dans la nuit, vendredi soir, à l'Assemblée par les députés qui ont passé un temps fou dessus, tout ça pour ça. Bref, quel moral des troupes à un mois on ne sait toujours pas quelle sauce on va être mangé, s'il y aura un budget ou pas. Le moral, il est pas bon. Il n'est pas bon surtout parce que, si j'allais dire une expression un peu triviale, le tiroir-caisse, il ne dérouille pas. La consommation, elle est en baisse dans nos commerces. Je ne parle pas des atteintes du commerce, des plateformes, chaînes, etc. La consommation est en baisse ? Ah oui, la consommation dans nos petits commerces. Parce que ce n'est pas ce qu'on voit, effectivement, avec les chiffres INSEE qui correspondent à la consommation des Français. Elle augmente faiblement, on est sur plus 0,5 sur un an, je crois. Oui. Mais dans les petits commerces, ce n'est pas le cas. Non, si on prend en compte les achats des Français, alors il y a des déplacements de comportement sur l'achat dans les plateformes ou d'autres modes de distribution. Mais dans les commerces, il y a deux sujets. Un, il y a un panier moyen qui baisse. Ça traduit un pouvoir d'achat de nos concitoyens qui est tendu. Et puis deux aussi, ce pouvoir d'achat tendu fait qu'on achète moins. Alors ensuite, après, de manière macro, la croissance, par quoi elle est portée, si c'est le prix de l'énergie, effectivement, ça booste. Si c'est le prix de la prestation d'un artisan, malheureusement, ça ne booste pas parce que pour avoir des marchés, eh bien, il est obligé de faire des prestations de plus en plus basses. Donc, moral des troupes ? Non, le moral des troupes, il est morose, mais il est surtout morose parce que l'Assemblée nationale et l'ensemble de la classe politique donnent à la fois un spectacle, alors selon comment on le regarde, rigolo ou pathétique, je ne sais pas, je n'arbitre pas, mais en tout cas un spectacle qui ne donne pas la possibilité d'en sortir. On se dit, on est dans une espèce de galère jusqu'en 2027. Peut-être, et j'espère que derrière, ça ne sera pas ça, qu'on est sur la course des petits chevaux et qu'au fond, chacun se préoccupe simplement de servir son électorat, de servir ses troupes pour dire « regardez ce que j'ai fait ». Donc, à qui la faute si les députés ont massivement rejeté ce projet de loi de finances auquel ils avaient consacré des centaines d'heures ? À qui la faute ? Au système.
au système politique aujourd'hui qui ne prend plus en compte le besoin de servir le pays. Enfin, quand un Parlement vote des textes dont il sait pertinemment qu'ils ne seront pas applicables. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne sont pas conformes aux règlements internationaux auxquels la France a soumis, ils ne sont pas constitutionnels, tout le monde le sait. Même le Premier ministre, il dit à la télévision, non mais arrêtez de vous plaindre, vous savez bien qu'on a voté ça, mais que ça ne pourra pas se faire. Mais on est où ? On est au fond du trou. Si vous êtes chef d'entreprise, vous dites à vos salariés, on va faire ce truc-là, mais en fait ça ne sert à rien, il ne faut pas le faire. Mais il n'y a personne qui peut avoir ce raisonnement. Donc oui, on vient d'assister et on a une ambiance aujourd'hui qui n'est pas propice à la sérénité à la fois de nos petites entreprises, mais surtout de leurs clients. Et moi, je voudrais dire que cet épisode-là, il est très préjudiciable pour le pays. Parce qu'il est en train de dresser les uns contre les autres, de faire croire aux gens par des débats complètement lunaires que le monde de l'entreprise est un monde gorgé de pognon dans lequel il n'y a qu'une chose à faire, c'est aller se servir. Il est en train de déstructurer complètement le rapport au travail de nos concitoyens. Et tout cela, ce que je voudrais dire, c'est que ces épisodes budgétaires, tout ça finira par se cadrer, alors une loi spéciale. Ça finira comment, selon vous d'ailleurs ? Les paris ne sont pas pris, mais est-ce qu'on peut avoir une adoption qui paraît quand même mission impossible ? Les ordonnances, la loi spéciale, ça se finit comment ? À la sortie, personne ne va prendre des positions pour réduire la dette qui nous frappe. Et elle est colossale. Les intérêts de la dette sont en train de nous étouffer. 75 milliards d'euros l'an prochain. Exactement. Et donc moi, je n'attends pas grand-chose de ce budget pour prendre à bras le corps les problèmes de notre pays. Mais par contre, je regrette profondément le mal que c'est en train de faire au pays, de continuer à faire croire à nos concitoyens qu'au fond, sans effort, sans travailler plus, on va pouvoir vivre mieux. C'est pas vrai. Et ceux qui disent ça sont des bonimenteurs. Ce n'est pas vrai. Transition est toute faite. Vous en pensez quoi ? Parce qu'après ce rejet des recettes du budget, Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, redoute le début d'une crise financière et économique, on a déjà entendu ça avant, en cas d'absence de compromis. Est-ce que vous aussi ou pas ? Elle dramatise parce que j'ai le sentiment qu'après Michel Barnier et François Bayrou, à ce moment-là, on avait entendu à peu près la même musique, comme quoi oui. La France il y aurait une tempête financière qu'on n'a jamais vue. Non, qui arrivera peut-être un jour d'ailleurs. Mais, est-ce qu'il y a un peu de technique malicieuse de la part de la ministre pour essayer d'appeler les gens à la raison, sursaut. À sa raison je l'entends, elle est peut-être dans son rôle de faire ça. Mais sur le fond, tout de même. Pour voter quoi ? Parce que, pardon, c'est intéressant, parce que là, ça rejoint ce que dit Bruno Retailleau. Il préfère une loi spéciale à un budget qui appauvrit les Français, ce qu'il considère comme étant un mauvais budget. Ça s'entend, l'argument, finalement, le prix de la stabilité au prix d'un budget matraque. 40 milliards d'euros, à supposer que ce soit voté, mais 40 milliards d'euros de hausse d'impôts. Je comprends ça et je ne suis pas loin de le dire aussi. Moi, nous, à l'UDP, pendant des mois, justement pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, de difficultés, d'instabilité politique qui se traduit par une baisse de consommation, une baisse des investissements, une baisse des recrutements. On se disait il faut un budget, parce que rien n'est pire qu'une instabilité qui donne peu de visibilité aux entreprises. Mais au bout d'un moment, il faut bien faire le rapport entre la stabilité et le coût de cette stabilité. Si le coût de cette stabilité, c'est d'envoyer au tapis des dizaines et des dizaines d'entreprises... Sauf qu'au Sénat, c'est la version initiale du gouvernement. Oui, qui va repartir. Oui. C'est pas ce qui a été rejeté massivement. Je pense que le Sénat arrivera à se mettre d'accord sur un texte qui sera un peu moins violent que celui qui a été examiné à l'Assemblée nationale. Mais en commission paritaire mixte, je vois mal comment ce que les représentants de l'Assemblée nationale ont refusé, ils vont accepter. Non, on va vers des sujets un peu difficiles. Et est-ce qu'il vaut mieux un budget, pas de budget du tout, c'est-à-dire on continue à creuser la dette, on continue à ne rien faire, parce que personne ne veut rien entendre. Et tant qu'il y aura... Qu'est-ce qui vaut mieux alors ? Qu'est-ce qui vaut mieux ? Pas de budget ou un mauvais budget ? Il vaut mieux pas de budget et un budget spécial plutôt que... Donc vous pensez comme Bruno Retailleau ? Mais oui, c'est pas ce que je pensais il y a quelques mois, mais depuis que ça dure et quand on voit les folies qui sortent de cette espèce d'apprentis fiscalistes de chacun des groupes qui tous les matins amènent une nouvelle... Voyez-vous cette histoire sur la taxe, les taxes foncières ? Bon,
on est quand même dans un monde un peu compliqué. L'ensemble des maires pour lesquels j'ai beaucoup de respect, parce qu'ils sont les fantassins, comme on dit, de la République, et j'ai été élu pendant 24 ans, je sais que la portée de baffe, je sais ce que ça veut dire. Mais somme toute, tout de même, cette révision des bases locatives depuis 1970, elle était demandée par tous les élus. Et au bout d'un moment, tout le monde s'affole là-dessus en disant non, il ne faut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections derrière. Ouais, en mars. Mais il y aura toujours des élections derrière. Il faut des gens courageux qui se présentent aux élections en disant ce que je vais faire, ce n'est pas forcément populaire, mais il faut le faire pour le pays. Je comprends que ce budget, en tout cas tel qu'il a été rejeté à l'Assemblée nationale, ne vous plaise pas avec cette cohorte de hausse d'impôts, mais il n'y a rien qui touche frontalement les petits commerces, l'artisanat. Vous pourriez, non ? C'est vrai, bien que le diable se cache parfois dans les détails, on était C'est les grandes entreprises qui sont frappées. Hein. Je ne vais pas en faire la liste ici, mais il y a un certain nombre de dispositions, notamment dans le PLFSS, qui nous préoccupent. Mais vous savez, quand on amaigrit les grandes entreprises, moi, ça ne me réjouit pas. Parce qu'il y en a toujours un qui sert de variable d'ajustement là-dedans. C'est le petit. Oui, c'est les petits. C'est les petits. Et puis quand j'entends aussi les organisations syndicales se réjouir qu'on frappe fort l'entreprise, je leur souhaite bon courage pour les négociations de revalorisation de salaire. Parce que l'entreprise, quand elle produit moins parce qu'on l'a taxée plus, inévitablement, elle est en capacité de distribuer moins. Et ça sera de la distribution plus faible, mais ça sera aussi, vous savez, y compris des grandes marques de luxe, elles travaillent avec des artisans. Je pense notamment dans la maroquinerie, derrière, quand on fait un sac à main fait main, c'est peut-être une des explications pour lesquelles il coûte ce qu'il coûte, il y a derrière un artisan. Eh bien, je parie que lorsque la grande entreprise va être taxée plus, le petit artisan qui se trouve au fin fond de la France... Donc par ricochet. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le ruissellement, et celui-là, croyez-moi, il marche. Le débat, alors on ne sait pas dans quelle mesure ça reviendra, l'impôt sur la fortune improductive. Vous en pensez quoi, ce quasi-retour de l'ISF qui n'est pas voté encore une fois, qui a été proposé par le gouvernement pour, entre guillemets, avoir les faveurs, en tout cas le non à la non-censure du PS. Comment on voit ça du point de vue des TPE, encore une fois, cet impôt sur la fortune improductive? Non mais bon, vous savez, quasi-retour de l'ISF. Quand on parle à nos petites entreprises de taxer, de ne plus considérer comme un outil professionnel un yacht qui serait sur la Côte d'Azur ou un chalet qui est à Megève, pour nous, c'est pas lunaire, c'est interplanétaire, quoi. Si je veux dire, on a du mal à comprendre d'ailleurs. Revenu moyen d'un patron de TPE Écoutez, je prends un exemple, un salon de coiffure, une coiffeuse avec 2 salariés, une apprentie, c'est un revenu inférieur à 3 000 €. C'est 2 000, donc voilà, donc l'histoire des yachts et des chalets... On est loin de ça. Mais ça n'empêche pas qu'on est attaché à notre outil de travail. Et qu'on est très attaché aussi, quand on parle de Dutreil, qu'on recadre un peu ce que devait être le Dutreil. Nous, on ne considère pas ça comme grave, mais par contre qu'on soit très attaché à ce qu'on puisse transmettre son entreprise. 500 000 entreprises vont changer de main dans les 10 ans qui arrivent. Et si on ne fait pas attention, on va perdre 30 à 40% de ce tissu économique du pays. Perdre, c'est-à-dire ? Pourquoi perdre ? C'est-à-dire qu'ils vont fermer le rideau, ils n'auront pas de repreneurs. Parce qu'on n'aura personne pour les reprendre, parce que les financements seront difficiles. Donc il faut qu'on travaille. On a eu plusieurs séances de travail avec le ministre des PME, sa prédécesseur, Mme Louwagie et M. Sapin. M. Papin, pardon, oui, par oui. Sapin. Sapin, c'était il y a 10 ans. Oui, ça décale. Ou dans un mois, ça dépend. Voilà. C'est une préoccupation majeure qui doit tous nous occuper. C'est 500 000 entreprises qui vont changer de main, là. Dans quelles conditions on va pouvoir le faire, avec quels seront les repreneurs. Il faut faciliter la reprise de l'entreprise par les salariés. Et le ministre a appelé ça un pacte Dutreil des salariés. En tout cas, voyez, nous, on est sur des choses terre à terre, quoi. Nous, ce qu'il faut, c'est que la petite horlogerie, là, dans un coin, qui répare la montre de votre grand-père, et si elle disparaît, vous n'aurez personne pour vous la réparer. Vous irez en acheter une sur une plateforme, mais ça ne sera pas la montre de votre grand-père. Ce petit horloger, là, il faut qu'on trouve quelqu'un qui va reprendre sa boîte, et il faut encourager tous nos concitoyens à fréquenter nos commerces et nos artisans. Michel Picon, comment on finit par une note d'optimisme alors que franchement il y a de quoi déprimer quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée
Et à un mois de la date fatidique, on ne sait toujours pas si on aura ou pas. Vous savez comment budget. nous on se guérit du pessimisme ambiant en se levant le matin en allant bosser, parce que ce qui caractérise nos petites boîtes, c'est que c'est leur bébé, c'est leur outil. Et le matin, elles se lèvent et elles vont ouvrir le rideau du magasin, elles ont leurs clients et elles sourient, parce que dans ce monde aussi, leurs clients sont tristes et ils sont là pour leur dire non mais ça ira mieux. Allez, merci à vous pour cet entretien. Donc avec Michel Picon, le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, invité de la grande interview, en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci.